Violent coup de frein pour les automobilistes qui pourront désormais se voir verbaliser s'ils utilisent leur téléphone portable, même dans un véhicule à l'arrêt. Une décision de la Cour de cassation qui fait déjà débat. Les explications dans notre édition. Législative partielle, Lénaïque Adam repart en campagne et se prépare à relever les nombreux défis qui l'attendent. Le candidat dont le Conseil d'État a annulé l'élection en décembre dernier a fait le point aujourd'hui devant la presse locale. Enfin, nous reviendrons sur les premiers pas de The Island, l'espace de coworking qui a ouvert ses portes dans la capitale. Comment ce nouveau service compte accompagner les porteurs de projets? Les réponses dans notre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Cette tranche d'information est disponible en direct sur Facebook. Il l'avait déjà annoncé sur notre plateau, Lénaïque Adam repart en campagne pour les législatives de la 2e circonscription. Campagne qui s'annonce à haut risque. Le candidat devra faire face à l'annulation de son élection, une plainte pour harcèlement déposée par son ancien attaché parlementaire et la candidature de Jean-Philippe Delors, son directeur de campagne en juin dernier. Pierre Tréfoux a assisté à la conférence de presse. Ce qu'on va mieux faire cette fois-ci, c'est d'essayer d'aller là où nous n'avions pas pu nous rendre. Et donc l'idée, c'est de aussi faire beaucoup de pédagogie, expliquer à la population ce qui s'est passé et ce qu'on compte faire et comment continuer notre travail. Il y a des gens qui ont vu qu'il y a eu un acharnement, donc qui directement se saisissent du dossier et qui vont nous accompagner parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Et donc je crois que nous allons travailler parce que c'est le travail qui paiera. Nous allons continuer avec les thématiques de l'éducation. Nous allons accentuer les choses sur le numérique, même si je l'ai dit, lorsque le président de la République est venu, il a laissé des moyens à ce sujet-là. Bien sûr, nous allons continuer avec les services publics, l'hôpital. Comme je l'ai dit, l'hôpital à caractère international, c'est un sujet qui sera traité. Le président de la République l'a annoncé, comme je l'avais dit dans mon programme. Et donc, nous allons poursuivre cette dynamique-là, parce que forcément, il y a le développement économique aussi, mais on ne peut pas traiter de tous les sujets. Beaucoup de choses préoccupent les Guyanais, donc nous irons par la suite au cas par cas. Il vous est sans doute arrivé de vous garer sur le bas-côté pour réceptionner ou passer un appel. C'est désormais interdit, la Cour de cassation ayant décidé qu'un véhicule arrêté pouvait être considéré comme toujours en circulation. Complément d'information de Pierre Tréfoux. Non, couper le moteur de son automobile pour téléphoner ne permet pas d'échapper à une verbalisation et un automobiliste peut être sanctionné pour l'usage du téléphone tenu en main alors qu'il serait en stationnement. La réglementation n'a pas vraiment changé. En fait, c'est l'interprétation de la Cour de cassation, donc la plus haute instance judiciaire, qui estime qu'effectivement s'arrêter au bord de la route pour téléphoner n'est pas autorisé et constitue l'infraction de téléphoner au volant. Parce que vous pouviez être verbalisé pour le stationnement interdit ou le stationnement irrégulier, mais pas forcément pour le téléphone au volant. Là, ils estiment que si vous téléphonez en plus, c'est cette infraction-là qui est la plus grave et la plus sévèrement réprimée qui sera retenue. L'infraction est punie d'une amende de 135 € ainsi que de la perte de 3 points de permis de conduire pour 3 ans. Toutefois, pour qu'une voiture arrêtée, moteur coupé, soit considérée comme en circulation, il faut qu'elle se trouve sur une voie de circulation et non sur une place de parking, une sanction qui divise les automobilistes. Quand tu téléphones, tu ne fais pas attention devant que tu... Merde, devant les gens qui sont à droite et à gauche, tu fais attention, tu as au téléphone. Tu as au téléphone. Tu oublies tout que tu fais pour ton téléphone. Simplement, je suis d'accord. Oui et non, il y en a pour les deux. C'est vrai que ça oblige les gens d'un coup à soit se rabattre d'un trait, donc effectivement ça peut créer des accidents. Il ne faut pas pousser à un moment donné, c'est bon quoi. Non. Tout est bon pour prendre de l'argent. Cet été, la vitesse sur les routes nationales françaises va passer de 90 à 80 km/h, avec pour objectif de baisser le nombre de tués sur la route. Dans le chapitre éducation, si la grogne des enseignants de Cayenne connaît une accalmie, celle des parents d'élèves du collège 4 à Saint-Laurent est au contraire exacerbée par l'insécurité et les manques de moyens devenus une généralité. Résultat, à l'aide de grilles et de chaînes, ils ont bloqué ce matin l'accès à l'établissement avant de marcher sur l'antenne locale du rectorat. Les explications d'un parent d'élève. Nous sommes là devant le collège Léodate Volmar. Ce matin, nous sommes là avec les profs ensemble pour manifester pour nos enfants. En fait, la violence dans le collège, c'est pas acceptable pour nous. Et aussi, il n'y a pas assez de cadres pour cadrer les enfants, en fait. Et là, ce matin, nous sommes là à manifester. Là, on motive les parents à venir. On ne les oblige pas, mais on les motive à venir pour leurs enfants et pour les profs aussi. Parce que c'est dur. Pour nous, c'est dur.
On veut que nos enfants aillent à l'école et qu'ils soient en sécurité et tout. Éducation toujours, mais cette fois-ci, nous évoquerons les contours du futur collège de Saint-Laurent-du-Maroni et de la cité scolaire de Saint-Georges de l'Oyapock qui se dessine doucement. Ce matin, les jurys ont dévoilé leur projet pour ces établissements scolaires promis par Emmanuel Macron. Le président de la CTG explique la politique de la collectivité concernant les EPLE au micro de Gaël Oassim. Semaine, un nouveau lieu de coworking a ouvert ses portes dans le centre de Cayenne. Espace de travail et outils de développement pour les associations, porteurs de projets et entrepreneurs. Comment se sont déroulés les débuts de The Island? Jonathan Lariot fait le point sur ses premiers pas. Dans chaque coin de la pièce, à chaque table, se tiennent des réunions de travail. Dans les locaux du premier espace de coworking de Guyane, l'ambiance est open space. Et parmi les entrepreneurs présents, il y a Audrey. Cette jeune chef d'entreprise ne dispose pas de locaux professionnels. À la maison, je suis tentée de faire toute autre chose à chaque fois et de me laisser distraire. Alors que là, ça fait un cadre beaucoup plus défini et ça contient un petit peu le fait qu'on ne fait pas autre chose. Et ça permet aussi des rencontres. Loin de s'enfermer dans un bureau pour vaquer à plusieurs heures de travail quotidiennes, ici, les entrepreneurs trouvent le contenu de tout local professionnel. Ça permet de travailler dans un espace où on a une connexion Internet, où il y a des équipements dédiés et où il y a des personnes qui ont les mêmes besoins que tout entrepreneur, quoi. On se sent aussi peut-être moins contraint parce qu'on peut passer de l'espace de travail à l'extérieur avec une ambiance un peu plus posée, cosy aussi si on a envie de faire un break. Enfin voilà, du coup il y a le côté convivial qui a aussi son importance. À la tête de la structure, Mathieu Barre, pour qui travailler rime avec bien-être. Par rapport, on va dire, à des habitudes qu'on peut avoir de travailler chez soi, donc on va être seul, peut-être avec une difficulté de séparer le côté maison du côté travail. Là, il y a une vraie césure. On se retrouve dans un espace de travail. Alors, c'est un espace en open space partagé, mais on est vraiment dans une ambiance de travail. Il y a une photocopieuse, il y a une secrétaire à l'accueil. On est vraiment en mode, il y a le Wi-Fi, on est en mode vraiment travail, mais on est dans un mode de travail paisible. On peut, il y a un espace pour des soins énergétiques, donc on peut aller faire un soin énergétique, on peut manger végétarien entre midi et deux. Donc, on reste dans cette notion de bien-être, mais au travail. En plus de travailler, les entrepreneurs ont aussi le choix de se détendre sur place, avec de la méditation ou encore en prenant le temps de déguster un menu équilibré avant de retourner à son affaire. Rendons-nous maintenant en Martinique où nos confrères ont assisté à un contrôle routier un peu particulier à l'entrée du CHU de Fort-de-France. Objectif des forces de l'ordre, vérifier que chaque véhicule transportant des malades soit bien déclaré et homologué. Un reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Qui fait l'entretien? Non, qui fait l'entretien? Pour votre tenue de travail. Tout, sans exception, est passé au crible. Comme pour cet ambulancier, une vingtaine de véhicules ont été contrôlés ce matin. Là, je ne m'y attendais pas parce que d'habitude, c'est plus au niveau de l'hôpital même. Là, si le véhicule est en règle, si on a tout le matériel, si on est apte à conduire une ambulance, tout ça, je pense, c'est normal. Et vous, c'est bon, vous êtes en règle? Oui, je suis en règle. Ouais. On m'a demandé carte grise du véhicule, assurance, enfin les papiers qu'on demande en temps normal pour un contrôle. Et puis on m'a demandé le nom du patron, mes horaires de travail. Ambulanciers privés ou encore transporteurs de personnes à mobilité réduite. Ils sont 400 sur le territoire à véhiculer quotidiennement des malades. Autrefois, pour exercer, la sécurité sociale délivrait un agrément spécifique. Depuis l'an passé, ce n'est plus le cas. Alors pour garantir la sécurité des patients, les contrôles sur les véhicules se multiplient. Pour faire cela, il faut être inscrit au registre des transports, donc forcément il faut la licence de transport. Et si l'individu ne l'a pas, on a eu tout à l'heure, on a eu des cas comme ça, ce sont des délits, enfin délits pour défaut d'inscription au registre des transports. Donc c'est regarder tout ce qui est aspect sécurité, les pièces à bord, le véhicule lui-même pour tout ce qui est code de la route, et puis aussi le respect du code du travail. Au final, la moitié des véhicules arrêtés ce matin étaient en infraction. L'opération devrait être prochainement reconduite sur nos routes. Cap sur la Guadeloupe où un Victorin Lurel très en forme s'est confié aux médias. Après avoir annoncé sa volonté de créer un nouveau parti politique, l'ancien président de région a violemment attaqué son successeur avant de comparer l'actuelle collectivité territoriale de l'archipel à, je cite, un bateau ivre. Récit de Linda Kayarsi. Tout d'abord, l'ancien président de région s'attaque à la situation financière de la collectivité à son départ. Dans les colonnes de France Antilles, Victorin Lurel dément avoir laissé une région en déficit et endettée. Son argument,
Le compte administratif a été voté avec 52 millions d'excédents et 60 millions d'épargne. Victorin Lurel se veut également un élu d'opposition fort de propositions, sauf le 19 janvier où il a décidé d'introduire un recours en excès de pouvoir concernant la suppression du C2DT, contrat de développement durable territorial. Concernant la gouvernance de l'actuel président, Victorin Lurel se veut cinglant. Aucun point positif à la politique menée actuellement. Les exemples se multiplient pour étayer son argumentaire. Festival de musique supprimé, jeu de la francophonie annulé, pire, la diminution du budget alloué à la scène patrimoniale du MACT. Sur des questions d'actualité comme l'épineux dossier de l'eau, pour l'ex-président de région, la collectivité régionale actuelle n'a pas fait grand-chose, mais il semblerait qu'elle soit sur la bonne voie avec les EPCI. Mais bien sûr, pour Victorin Lurel, il y a une communication de la poudre aux yeux, notamment sur les 400 millions d'euros que l'État serait prêt à mettre sur la table. Pour finir, le sujet chlordécone reste plus que jamais d'actualité. Victorin Lurel évoque ses actions en justice et sa volonté que l'État, en finançant des études épidémiologiques et en permettant la poursuite de recherches, notamment l'actualisation d'une cartographie des sols pour mieux définir les zones à risque. En ce qui concerne les prochaines échéances électorales de Victorin Lurel, pour le moment ce n'est pas d'actualité. L'ex-président préfère se concentrer sur la création d'un nouveau mouvement politique, un socialisme moderne. Retour en Guyane où la nouvelle déchetterie des communes du littoral centre a trouvé son site. Elle sera implantée à Makouria et entrera en fonction à l'horizon 2021 grâce à un accompagnement de l'État. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cet emplacement et pourquoi une structure publique succède-t-elle à une structure privée? Les réponses dans ce sujet de Gaël Oassim. Le balai des camions, le coffre rempli de déchets, touche bientôt à sa fin sur la décharge des Maringouins. En effet, la communauté d'agglomération du centre littoral prévoit de déplacer sa décharge vers la commune de Makouria. Rocher Aron, élu à la CACL, nous en explique les contours. Nous arrivons aujourd'hui au terme de la qualification du site, puisque nous avons prospecté plusieurs sites en fonction de leurs contraintes et en fonction aussi de leur qualité. Et la conclusion de ce travail a donné que nous sommes arrêtés à une parcelle de terrain située sur la commune de Makouria, au lieu dit Quenel, la parcelle B43, qui présente toutes les garanties pour que notre ISDND soit conforme à la réglementation demandée en l'espèce. L'ISDND, qu'est-ce que c'est ? Laurent Ruff, chef du service environnement déchets, nous informe. L'ISDND, c'est une installation de stockage des déchets non dangereux qui est destinée à accueillir les déchets des particuliers, donc des ménages, et des entreprises qui produisent des déchets assimilables à ceux des ménages, c'est-à-dire de même qualité que ceux des ménages. C'est une installation qui est prévue pour durer 20 ans et avec un mode de traitement qui permet de confiner les déchets et de traiter tous les impacts potentiel sur l'environnement. Situé prochainement sur Quenel Ouest à la parcelle B43 sur un terrain d'État mis à disposition de la CACL et répondant à toutes les contraintes géotechniques. La CACL a pris prend deux délibérations cette semaine pour asseoir ce projet-là. La première est une déclaration d'intention qui va être suivie derrière d'une démarche de concertation qui sera cadrée et qui sera donc diffusée à l'ensemble de la population et en particulier sur les communes concernées. Et la deuxième est une déclaration de projet au titre du Code de l'urbanisme, qui est une déclaration que la CACL va prendre conjointement avec le préfet, puisque le préfet va devoir accompagner la démarche de la CACL pour rendre le site compatible avec une ISDND. Donc c'est une démarche qui sera menée conjointement pour que les documents d'urbanisme puissent correctement évoluer sur ce site. À l'horizon 2021, la décharge des Maringouins sera fermée et réhabilitée pour laisser place à la nouvelle décharge de l'agglo à Makouria. Negmaron, Soussouris, Géfarine ou encore Coupeur de Cannes, les personnages de notre carnaval d'antan sont à l'honneur dans le hall du comité du tourisme. Objectif de cette exposition ouverte à tous et surtout aux plus jeunes, mettre en avant les spécificités de notre carnaval et affûter l'offre touristique autour de cet événement. Le comité de tourisme de la Guyane organise en ce moment une exposition sur les costumes d'antan du carnaval. Une exposition qui s'adresse aussi et surtout aux enfants. Le président Alex Madeleine nous explique sa démarche. L'intérêt pour le comité du tourisme est de sensibiliser les jeunes. Les sensibiliser parce qu'il y a un travail que nous avons déjà initié il y a une dizaine d'années
par le biais d'une manifestation que nous organisons chaque an. C'est le Salon du tourisme de la Guyane. Et au sein donc, de ce salon, nous avons un espace, c'est l'espace Timoun. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est que ces jeunes soient consommateurs, soient acteurs et prescripteurs de la destination donc, Guyane. Rolando Chrétien, le créateur de ces pièces, est un agent du CTG qui conjugue ainsi ses 3 passions, le tourisme, la transition et l'art. C'est vrai que j'ai cette passion de l'art en général. Je dis souvent que je suis un amoureux de l'art et j'ai cette possibilité de pouvoir transmettre un message à travers les dessins, justement du carnaval d'Ari Tolentan. Mais c'est surtout aussi dans le cadre d'animer aussi le comité de tourisme au niveau de son accueil. Inquiet quant au devenir de notre carnaval, l'artiste tient à sensibiliser les plus jeunes sur les richesses de notre carnaval et la destination Guyane. Et malheureusement, on a tendance à prendre ceux des autres et oublier les nôtres. Parce que ce sont des personnages qui ont réellement existé. Comme son nom l'indique, Carnaval d'Ari Tolentan, c'était comme ça. C'était la calvacate, c'était l'amusement. C'était une espèce d'amusement, on rigolait. Le jeu farine qui venait, qui vous enfarinait, nous on jouait avec ça. C'était ça le but. Et ça me tient à cœur, sincèrement. D'ailleurs, je dis souvent aux gens, est-ce que vous allez à Trinidad voir le carnaval du Brésil, ou vous allez à Venise voir le carnaval de Trinidad, etc. C'est comme ça. Même touristiquement parlant, on vient voir un carnaval qui appartient à la Guyane. Et ça me semble le meilleur message. Ravis, les élèves qui ont découvert les personnages d'antan partagent avec nous leurs nouveaux acquis. On a appris les différents personnages du carnaval et aussi que maintenant, c'est peut-être plus le carnaval comme avant. Il y a Negmaron, Balayeuse, la Diablesse, le bœuf, Volobœuf, et le Diable Rouge. De futurs ambassadeurs de notre carnaval en somme. Est-ce que l'exposition à laquelle vous avez assisté vous a plu? Oui. Le comité du tourisme vous donne d'ailleurs rendez-vous vendredi 9 février à partir de 18 h pour son grand carnaval. Un rendez-vous familial et gratuit qui vous permettra de découvrir cette exposition et bien d'autres choses. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 7 février. Violent coup de frein pour les automobilistes qui pourront désormais se voir verbaliser s'ils utilisent leur téléphone portable, même dans un véhicule à l'arrêt. Une décision de la Cour de cassation qui fait déjà débat. Les explications dans notre édition. Législative partielle, Lénaïque Adam repart en campagne et se prépare à relever les nombreux défis qui l'attendent. Le candidat dont le Conseil d'État a annulé l'élection en décembre dernier a fait le pont aujourd'hui devant la presse locale. Enfin, nous sommes revenus sur les premiers pas de The Island, l'espace de coworking qui a ouvert ses portes dans la capitale. Comment ce nouveau service compte accompagner les porteurs de projets? Les réponses dans notre journal. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. À compter de demain, c'est Ayodele Germa qui assurera la présentation de votre rendez-vous local, de votre tranche d'information locale et régionale, excusez-moi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian. Bel bon souhait et à bientôt.